Après le renversement du président Ibeka le 18 août dernier, le Mali se prépare pour une nouvelle transition après celle de 2012-2013. Les journées de concertation nationale débutent ce jeudi 10 septembre à Bamako. Pour le chercheur Ibrahim Maïga, il est important de focaliser les débats et l'attention sur le contenu de la transition. La transition, évidemment, ce n'est pas l'occasion de régler tous les problèmes du Mali. Une transition entendue au sens de mettre en place des institutions qui ne sont pas nécessairement élues, même si elles peuvent avoir une forme de légitimité par consensus, n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. C'est du contenu de la transition que doivent découler non seulement la durée de la transition, mais aussi les organes et les acteurs qui vont animer cette transition. Je crois que faire la démarche inverse est un contresens et une démarche improductive et contre-productive. Donc partir de la feuille de route pour élaborer l'architecture ou le squelette de la transition me paraît être une bonne approche. Maintenant, quels sont les chantiers tout de même à assigner à la transition pour que le Mali sorte grandi de cette interruption? Je crois que les défis ont été identifiés au cours des précédents dialogues, des dialogues antérieurs, le dialogue national inclusif, la conférence d'entente nationale, et tous les dialogues qui ont eu lieu au niveau local, au niveau régional, ces 8 dernières années, peuvent permettre de dégager quelques pistes. Des réformes profondes sont donc nécessaires pour consolider la démocratie et permettre à l'État d'asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire. Il y a aujourd'hui un acte fondamental qui est intervenu, qui remet totalement en cause la Constitution de 92. Le fait que le pouvoir soit détenu aujourd'hui par les militaires, il y a une disposition de la Constitution qui prévoit cela. Donc la Constitution malienne de 92, on fait semblant d'être dans la Constitution alors qu'on n'y est pas. Alors pourquoi pas, étant donné qu'elle a atteint ses limites, étant donné que si on va à la révision, on sera obligé de toucher à plus de 90% de ces articles. Pourquoi pas, s'il y a un consensus qui se dégage, qu'on essaie surtout de changer la Constitution pour basculer dans une nouvelle république. Mais pour cela, il est particulièrement important de préciser une chose. Pour changer une Constitution, il y a 3 possibilités. C'est-à-dire il y a 3 hypothèses à partir desquelles on peut changer une Constitution. D'abord, le coup d'État. Quand il y a coup d'État qui se trouve être une rupture à l'ordre constitutionnel, on change la Constitution pour basculer dans une nouvelle république comme nous avons vécu en 1991 à la suite du coup d'État contre la Constitution du 2 juin 1974. Il y a eu un acte fondamental qui a été élaboré qui a régulé la transition au terme de laquelle il y a la Constitution de 92 qui s'en est sortie. Alors, il y a également une révolution, bien sûr, qui remet en cause une constitution. Cela nous permet également de basculer dans une nouvelle république. Il y a également le consensus. Alors, quand il y a le consensus qui se dessine, qui se dégage autour de l'élaboration d'une nouvelle constitution, à l'instar du Bénin, pourquoi pas. Dans le cadre de cette transition, les priorités doivent être clairement définies avant d'aller aux élections selon les politologues Boubacar Bokoum. Il ne s'agit pas de gouverner. Il s'agit de mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ceux qui vont venir après de gouverner. Donc notamment, les grands chantiers vont être quoi? La relecture de l'accord issu du processus d'Alger, la révision constitutionnelle, la relecture de la loi électorale et les mécanismes institutionnels, donc la réforme administrative, territoriale. Donc toutes ces réformes peuvent se tenir en 12 mois, c'est largement suffisant. C'est tout ce qu'on demande à la transition. On ne leur demande pas de faire des routes, on ne leur demande pas de construire des hôpitaux, on ne leur demande pas de finir la guerre du Nord, on ne leur demande pas de développer le Mali. Ce n'est pas ça qu'on leur demande. Pour ce qui concerne la composition du gouvernement de transition et de l'Assemblée constituante, les présidents de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali préconisent
Le pouvoir législatif sera occupé par les partis politiques, non seulement de la majorité mais de l'opposition. Le gouvernement va faire ses toilettages par rapport aux différents textes et l'Assemblée nationale, qui sera formée majoritairement des représentants des partis politiques, va les adopter pour qu'on aille rapidement. Parce que quand on voit, pour aller au référendum, il faut que l'Assemblée nationale puisse se prononcer. Bon, même les modifications des différents textes, il faut que l'Assemblée nationale puisse se prononcer. Donc si le gouvernement est formé majoritairement de technocrates, la balance est que l'Assemblée nationale sera formée majoritairement d'hommes politiques et qui vont s'atteler à la refondation d'un Mali nouveau. En sommet ordinaire le lundi dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donné jusqu'au 15 septembre à la junte pour désigner un président et un premier ministre de transition civile. L'organisation régionale maintient les sanctions économiques contre le Mali. Et une transition, ça ne fait pas douter les partenaires. Est-ce qu'une transition avec les sanctions de la CEDEAO qui pèsent actuellement, est-ce que tout cela ne va pas asphyxier un peu l'économie? Mais bien sûr. Déjà avec la Covid, vous savez, nous allons perdre au moins 5 points de pourcentage parce qu'il était prévu qu'en 2020, nous réalisions une croissance économique de 5%. Cela ne sera pas possible. Nous ferons moins d'1% et peut-être moins. Et cela va faire basculer 1 million de personnes supplémentaires, de Maliens, de Maliens, dans la pauvreté. Et si vous ajoutez les sanctions, cela va rendre encore l'économie encore plus souffrante. Et il va falloir sortir de ce régime de sanctions le plus tôt possible parce que ça pénalise les populations maliennes en premier lieu. Parce que si c'était des sanctions ciblées, on pourrait comprendre que ça s'adresse aux autorités. Mais la fermeture des frontières, nous sommes très dépendants du commerce extérieur et des échanges avec nos voisins. Et vous savez, le Mali est la 3e économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la 5e économie au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous travaillons beaucoup avec nous collaborons beaucoup, nous vendons beaucoup et nous achetons beaucoup avec nos voisins. Donc il serait bon que nous sortions de ces régimes de sanctions le plus tôt possible. Pour Issa Kaoudjim, l'un des leaders du M5-RFP et bras droit de l'imam Mahmoud Dicko, la communauté internationale doit plutôt aider le Mali à réussir cette transition. De créer les conditions qui permettra de faire des réformes pour permettre d'avoir une loi électorale qui nous permettra d'avoir un président légal, incontestable, et des élections législatives incontestables. Et le reste, ce président légal légitime et cette assemblée légitime pourra engager des réformes conformément, je ne dirais pas au souhait, mais conformément vraiment à la compréhension de la communauté internationale qui va donner toutes les garanties d'un régime démocratique et légal. Donc je souhaiterais en 3e phase que la communauté internationale soit un soutien pour aider le Mali à réussir la transition et non une menace de série de sanctions. La fin des travaux de cette concertation nationale sur la transition est prévue pour le samedi 12 septembre.